Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes en Suède et on va découvrir un bombardier qui s'appelle Lazy LC. C'est un avion de combat et donc il s'est écrasé là il y a plus de 70 ans. Et en fait ça va même faire 80 ans le 29 octobre 2024. Pour être exact, il s'est écrasé suite à des tirs anti-aériens au-dessus du nord de la Norvège. Et j'ai donc choisi de partager avec vous ce lieu insolite et je vais vous expliquer aussi l'histoire de cet avion. Comment ça s'est passé, le crash. Allez, on y va. Ce qu'il y a de bien, c'est que les chemins de randonnée ici en Suède, ils sont tous comme ça. Bon, ils sont pas tous comme ça, mais il y a quand même certaines zones marécageuses et donc c'est assez pratique pour avancer vite et éviter de marcher dans la boue. Après, il y a quand même un peu de route à faire pour arriver jusqu'à l'avion, donc on va accélérer un peu le pas. Donc là, ça y est, on y est. Et là, je me trouve, je pense, sur la partie fuselage de l'avion. Toutes les parties de l'avion sont d'ailleurs dispersées. L'aileron, le compensateur de profondeur, l'anti-collision, la gouverne de direction, le carénage moteur. Enfin, pratiquement tout, et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cet avion, donc ce bombardier Lancaster, connu sous le nom de NF 920, a été livré le 12 août 1944 à la RAF, la Royal Air Force, et au 617e escadron à Lossiemouth, en Écosse. Cet avion est donc d'origine britannique et a été fabriqué par Austin Motor Company à Longbridge, à Birmingham. Mais pourquoi toutes les pièces de cet avion sont-elles là éparpillées? Eh bien, c'est en partie à cause de l'accident de 1944, mais aussi car des soldats britanniques y sont retournés pour le démembrer, afin que les Allemands ne puissent pas l'utiliser. À noter que la queue de l'avion a été transportée au musée de l'armée de l'air suédoise, à Linköping, mais a ensuite été de retour sur le site en 1993. D'ailleurs, il s'agit exactement de la même année où l'épouse du pilote Daniel Carey, son fils, sa belle-fille et son petit-fils ont visité l'épave de l'avion. Cet avion a été ensuite baptisé KC-E et l'équipage a baptisé l'avion Easy LC. L'équipage était composé des personnes suivantes. Donc nous avons le pilote Daniel Carey, un mécanicien, le navigateur, un bombardier, un opérateur sans fil et un mitrailleur. Pour ce qui est de son histoire, eh bien c'est le 29 octobre 1944 à 1 heure du matin que 37 avions du 6e et du 617e escadron ont démarré à Lossiemouth, donc en Écosse. Ils ont volé en formation au-dessus de la Suède pour protéger les massifs montagneux. Leur mission était de faire sauter le cuirassé allemand, le fameux Tirpitz, qui était ancré dans le fjord norvégien de Tromsø. Ce sont donc les soldats suédois qui ont découvert cette formation et ont signalé au commandant de vol que l'espace aérien suédois avait été violé par des bombardiers étrangers. Lorsque ces bombardiers sont arrivés au-dessus du fjord de Tromsø, où le Tirpitz était ancré, le cuirassé était couvert d'épais nuages à basse altitude, et la seule chose que l'on voyait était la lumière des canons anti-aériens de la défense allemande. Au cours de l'attaque, Easy LC a été touché par des éclats d'obus provenant de ces mêmes canons anti-aériens. Un moteur était en panne et il a même été touché au niveau du système hydraulique. Le matériel radio a été aussi endommagé lors du bombardement. Après cette attaque, tous les avions sont rentrés chez eux. Mais Easy LC a de nouveau été la cible de canons anti-aériens allemands et ils ont perdu un autre moteur et encore plus de carburant.
Les dégâts causés sur l'avion ont aussi permis aux portes et au train d'atterrissage de rester en position de sortie, et ils ne pouvaient être réinsérés. Cela voulait donc dire qu'il y avait une grande résistance de l'air sur l'avion, et c'était plus difficile à piloter, alors qu'il avait déjà perdu 2 de ses moteurs, à cause bien sûr de la flaque allemande. Comme je l'ai dit, la radio était également touchée et endommagée, et du coup le navigateur Arthur E. Young ne pouvait pas communiquer avec les autres Lancaster, ou même encore avec la base de Lozimuth. Ils ne pouvaient ni communiquer l'endroit où ils volaient, ni l'état de leurs blessures. Plus tard, le AZLC a été signalé lorsque le reste de l'escadron est revenu sain et sauf à la base. Au moment de leur mission, l'ingénieur de vol pouvait voir qu'il ne reviendrait jamais à la base, en raison des dommages causés à l'avion. Le pilote, donc Daniel Carey, a réfléchi à différentes options. Et le pilote conclut donc que la seule chose qui pourrait les sauver était d'essayer de diriger l'avion vers la Suède. Et bien sûr, juste après une discussion avec son navigateur, Alexander, car heureusement pour eux, la Suède était un pays neutre à ce moment-là, ce qui les aiderait d'ailleurs à rentrer chez eux en Angleterre. Comme je l'ai dit, l'équipement de navigation a été endommagé, et le navigateur a eu du mal à s'orienter. Mais soudain, le pilote Carey aperçut des maisons et des bâtiments dans une petite communauté. Carey a donc fait plusieurs fois le tour de cette communauté afin de trouver un endroit approprié pour atterrir. Et pour ce faire, l'équipage avait même jeté tous les objets lourds de l'avion. Il y avait des armes, des munitions, du matériel auxiliaire, bref, tout et n'importe quoi, juste pour alléger l'avion, car ils allaient subir un atterrissage d'urgence. D'ailleurs, il ne restait presque plus de carburant. L'Easy LC était donc prêt à l'atterrissage. Et le pilote justement pensait avoir trouvé un endroit parfait pour atterrir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était une tourbière détrempée, et ce qui allait avoir son importance. Carey a donc ordonné à son équipage de prendre position à l'arrière de l'avion, car ils allaient subir un atterrissage d'urgence. Et l'atterrissage ne fut malheureusement pas ce qu'avait prévu Carey. C'est avec un grand bang que l'avion s'est écrasé dans la fange, avec les portes anti-bombes ouvertes et le train d'atterrissage sorti. L'avion s'est donc écrasé dans le marais en se mettant sur le nez, et ensuite il est violemment retombé. Tout l'équipage a été abasourdi par cet atterrissage brutal. Personne n'a été blessé, sauf Carey, qui a eu une blessure au niveau du genou. Et ils ont été bien reçus par l'armée suédoise, qui leur a offert des plats et des boissons chaudes. Tout l'équipage, à part Carey, car il a bien été touché au genou, a été envoyé à Stockholm, afin de répondre à quelques questions qui étaient posées par l'armée de l'air suédoise. Quant à Carey, il a été envoyé à Jokkmokk, par rapport à son genou bien sûr. Mais quelques jours plus tard, il rejoint son équipage à Stockholm pour y être aussi interrogé. Comme vous avez dû remarquer, en fond de vidéo, je vous montre bien sûr l'épave de l'avion. Après le crash, l'équipage a fait tout ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire détruire les documents et cartes contenant les données de la mission, car ils ne souhaitaient que rien ne tombe entre les mains de l'ennemi. L'équipage a mis le feu au carburant et l'avion a été brûlé côté cockpit vers la soute. Et enfin, c'est en novembre 1944 que l'équipage revient en Angleterre. Easy LC est en effet le seul avion au monde qui reste à l'endroit où il se trouve actuellement. Tous les autres avions écrasés ont été ramenés en Angleterre. Je peux donc vous recommander ce lieu si vous êtes intéressé par l'aviation ou par l'histoire militaire, afin de découvrir ce morceau d'histoire qui restera sur ce marais. Pour vous parler un peu plus du pilote, donc Carey, il est malheureusement décédé dans un accident de la route en 1979 en Australie. Mais toutes ces histoires de la Seconde Guerre mondiale, son service dans la RAF et l'incident avec Easy LC ont donné envie de visiter cet endroit, dont Carey dans
ainsi que son expérience suédoise. Voici un petit aparté, quelque chose en plus par rapport à cet avion. Et oui, c'est une petite visite d'une famille de reines, enfin de plusieurs reines, qui se sont rendues sur les lieux lorsque j'explorais cet avion. Donc voilà, je vous les montre un petit peu, mais je vais continuer aussi à vous montrer quelques images encore de l'avion, enfin ce qu'il en reste, et vous raconter encore une petite chose par rapport à l'équipage. Le dernier membre de l'équipage à visiter Easy LC était le navigateur Alexander Mackay. À l'âge de 80 ans, il reçut comme cadeau d'anniversaire de ses fils un voyage en Suède pour revenir et voir l'avion avec lequel il avait piloté vers la Suède. Cette visite a eu lieu le 26 juin 2002 et à cette même époque, il était encore le seul membre de l'équipage à être encore en vie. Malheureusement, il décède quelques années plus tard, à l'âge de 86 ans, un 1er août en 2008. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Easy LC vous a plu, ainsi que le compte-rendu de mission de cet équipage. Il y a encore beaucoup plus à lire, et pour moi c'était qu'un résumé approximatif de ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a encore d'autres documents qui sont uniquement en suédois. À la base, j'étais allé en Scandinavie pour apprécier le soleil de minuit et tenter l'expérience. Donc, brièvement, je vous ai fait une explication là-dessus. En fait, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo en accéléré, le soleil va rester un très long moment sur cette ligne horizontale, et c'est pour ça qu'on appelle ça le soleil de minuit. Ce phénomène est aussi appelé jour polaire, et il correspond à une période de l'année où le soleil ne disparaît pas de cette ligne horizontale. Il se produit aux alentours du solstice d'été en juin dans l'hémisphère nord et en décembre dans l'hémisphère sud. Le nombre de jours où l'on peut observer 24 heures de clarté augmente en fonction de la latitude. Comme nous le savons tous, notre Terre comporte deux hémisphères et selon la latitude où l'on se situe, la durée du jour et de la nuit peut varier énormément d'un moment de l'année à l'autre. Alors, pour commencer, le cycle des saisons est dû à l'axe d'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil. Et selon la saison, chaque hémisphère ne reçoit pas la même quantité de lumière. À l'équinoxe du printemps, le jour et la nuit ont la même durée partout sur notre belle planète. Au solstice d'été, l'inclinaison de notre planète, l'hémisphère nord, connaît les jours les plus longs et chauds. Et à l'intérieur du cercle polaire arctique, le soleil ne se couche jamais. Et la situation est inversée, bien sûr, dans l'hémisphère sud. Pour ce qu'il en est de l'équinoxe d'automne, c'est la même chose qu'au printemps. Le jour et la nuit ont la même durée partout sur Terre. Quant au solstice d'hiver, les jours sont plus courts et froids dans l'hémisphère nord. Et à l'intérieur du cercle polaire arctique, il fait toujours nuit, et cette situation est bien sûr inversée, pour cette fois-ci dans l'hémisphère sud. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on peut apercevoir les aurores boréales. Voilà, quasiment 2h15 du matin, donc il fait toujours jour. Nous sommes à 10 minutes de Rovaniemi, et je suis parti en randonnée, donc de nuit, enfin de jour-nuit, pour aller voir un hôtel abandonné qui se trouvait à côté de Rovaniemi. Et la vue est vraiment magnifique. Et voilà ce que ça donne. On a vraiment de belles couleurs, c'est vraiment magnifique. Là maintenant nous sommes en Suède, pour changer un peu. Voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.